Ouais, juste au cas où c'était pas clair, j'ai un vrai taf en dehors de YouTube et LinkedIn et Facebook et tout ça. La preuve, j'ai une veste, je suis bien rasé. Alors certes, je suis en caleçon dans mon appartement, mais je fais des réunions sur Teams, je traite des données sur Excel, je fais des PowerPoint, j'envoie le PowerPoint au client qui me fait en retour des remarques, j'intègre ces remarques, je lui renvoie le fichier, il me dit ok c'est bon et voilà, je facture. Voilà, c'est un vrai taf quoi. Bref, l'effondrement est un sujet qui intéresse de plus en plus les entreprises. Outre les convictions personnelles des cadres et des dirigeants et ce qui leur trotte dans la tête, c'est une problématique qui peut être abordée dans la stratégie et la prospective d'une entreprise. J'en suis témoin. Pour donner un exemple disponible dans le domaine public, donc sans trahir la confidentialité, je vous mets un lien vers un livre récemment sorti par Philippe Zawati, PDG de Mirova, la filiale finance durable de Natixis. J'aurai d'ailleurs le plaisir de recevoir Monsieur Zawati en juin sur Plan B. Pour ne rien rater, abonnez-vous à ma chaîne et restez connectés. Son livre s'intitule Discours sur l'état de l'Union et voici un aperçu, un synopsis. Janvier 2034, discours sur l'état de l'Union prononcé par le président des États-Unis. C'est une fiction. Dans une économie en pleine croissance, à la pointe de l'innovation technologique et scientifique, les méga-feux, les sécheresses et les inondations ravagent le pays. La planète sera bientôt invivable. Le président prend enfin la mesure du danger et propose une solution radicale. Une fiction glaçante sur l'urgence climatique. Voilà, je ne peux pas dire que ce monsieur est particulièrement effondriste. En tout cas, voilà, c'est un sujet, sachant que le changement climatique n'est qu'un sujet parmi d'autres. Depuis le Covid, finalement, le système semble encaisser les chocs sans s'effondrer. Bon, je me rappelle au moment où ils ont annoncé le confinement, incroyable, bon. Et puis moi, j'ai vu les gens se précipiter dans les supermarchés pour faire des achats de précaution. Et moi, j'étais j'ai déjà du stock dans la cave, tout va bien. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me promener dans les supermarchés pour regarder ce qui s'y passait, dire, waouh, les étagères se vident, les gens font des achats de précaution. Bon, c'était pas trop la panique. Les gens faisaient pacifiquement et patiemment la queue, c'était plutôt civique, mais j'étais quand même assez impressionné. On est en train quand même de parler d'une pandémie. Le truc, on ne sait pas ce que c'est. La Chine est claquemurée depuis un mois et moi je suis là sans masque dans une foule à faire du tourisme dans le supermarché. Bref, pas très survivaliste tout ça avec le recul. Il y a eu d'autres chocs depuis, mais rien que le Covid, beaucoup parmi nous se sont peut-être dit mais comment c'est possible? Beaucoup d'entreprises vont faire faillite, la finance va s'effondrer déjà qu'on la voyait fragile auparavant. Et puis le système a tenu, le système par la suite, après le déconfinement, a pris choc après choc. Des perturbations des chaînes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, une crise énergétique de très grande ampleur sur l'Europe, où on se voit amputer quasiment d'un coup de je sais pas, 5-6% de notre approvisionnement énergétique, dont un bon tiers, 40% de notre gaz avec la Russie qui coupe les robinets. On s'est dit mais comment on va tenir? Et puis finalement j'ai écrit un article sur le sujet, qu'est-ce qui a fait résilience en Europe. Certes, il y a eu de la casse au passage, mais pas forcément, clairement pas d'effondrement. Certes, il y a de la précarisation, certes, tout ça tient à grands coups de planche à billets et de dettes. Est-ce reculer pour mieux sauter? J'en sais rien. En tout cas, sortons un peu de cette ébullition et le suivi quotidien de l'actu et mois par mois à se demander collapse ou pas collapse. Faisons un pas de côté et d'abord redéfinissons ce qu'est l'effondrement avec ce que propose le professeur Joseph Tainter, anthropologue et historien américain, que j'ai eu le plaisir de recevoir sur Plan B. Je vous mets le lien vers son interview. Sa définition, je la traduis en français, une société s'est effondrée lorsqu'elle affiche une perte rapide et significative d'un niveau établi de complexité sociopolitique. Concrètement, si on prend le cas de l'Empire romain, on parle de plusieurs siècles pour atteindre l'apogée, puis une assez lente érosion, et enfin, en seulement quelques décennies, un effondrement brutal des guerres, des famines, des maladies, une diminution rapide de la population, et au terme de ce processus d'effondrement, les cités sont en ruine, la culture tombe dans l'oubli, l'Europe de l'Ouest revient plusieurs siècles en arrière et mettra des siècles et des siècles pour rebondir.
Bref, un effondrement, un vrai, ça ressemble à ce genre de choses. Tainter explique les effondrements passés par sa théorie de retour décroissant de l'investissement dans la complexité. La complexité a un coût, notamment un coût en termes énergétiques. Elle a un coût, que ce soit pour rajouter de la complexité politique, militaire, technologique, des infrastructures, des réseaux de communication, tout ça a un coût. Au début de l'histoire, cet investissement dans la complexité génère des retours élevés. Puis le retour progressivement diminue, on investit de plus en plus d'énergie dans la complexité pour un rendement marginal de plus en plus faible. Jusqu'au moment où, patatras, investir dans la complexité n'est plus du tout une bonne stratégie pour résoudre nos problèmes. Ça ne génère plus de retour, ça devient même trop coûteux et le système se désintègre et ce, assez vite. Lorsque je pose la question à Tainter, quid de notre monde d'aujourd'hui, ok pour les effondrements passés, l'Empire romain, les Mayas, etc., il me répond, écoutez, jamais une société n'a été aussi complexe. Il ne nous fait pas trop un dessin, même s'il est prudent avant d'annoncer un effondrement, car la messe n'est pas dite. Et d'ailleurs, pour le moment, on continue de complexifier les choses, et tout semble bien se passer, de plus en plus de numérique, de l'intelligence artificielle et ChatGPT. Les énergies renouvelables, qui pour fonctionner vont nécessiter encore une couche de complexité, la gestion des réseaux, de la variabilité, les moyens de flexibilité, voilà. Est-ce qu'on ne serait pas cependant dans une espèce de phase d'érosion plus ou moins lente? Dans cette vidéo, je vais tenter de développer le concept de peak prosperity, pic de prospérité. Je crains que ce ne soit pas forcément toujours très très joyeux. En tout cas, ça va nous amener à parler de PIB, de consommation d'énergie, de rendement agricole, d'espérance de vie, de climat, et comme ça, voilà, une dizaine de thèmes. Donc, soyez patients avec des indicateurs, des graphiques, des sources, etc. Avant d'aller plus loin, une autre définition qui fait référence en matière d'effondrement, une autre approche, celle bien sûr de Donella et Dennis Meadows, ainsi que les autres auteurs du fameux rapport au Club de Rome. Un effondrement dans ce travail se traduit par une baisse brutale de la production industrielle, de la production de nourriture et de la population. Vous voyez sur ces courbes, je vous le décris, mais ça se découpe en quelques phases. Ces courbes-là, c'est assez simple. Une croissance exponentielle, puis un dépassement, overshoot, une inflexion de la courbe, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance, un pic, un plafond, et puis enfin un déclin ou un effondrement. Autre illustration, le principe d'un effondrement est illustré ici en bas à droite dans cet extrait toujours de l'ouvrage Limits to Growth. Lorsque la consommation de ressources dépasse les limites physiques de la planète, que ce soit par la pollution des écosystèmes, la surexploitation des ressources ou les deux, on est en phase de dépassement overshoot. Pendant cette phase de dépassement, la limite n'est pas stable, elle s'érode. In fine, dans leur modèle World 3, la principale limite modélisée est le temps et l'inertie du système. Le temps que les scientifiques comprennent le problème, le temps qu'ils convainquent les politiques qu'il y a un problème, le temps que tout le monde se mette d'accord, le temps qu'on développe les technologies et les réglementations adéquates, le temps qu'on se trompe, le temps qu'on essaie de nouveau, qu'on se trompe moins, mais un peu encore, et que finalement on commence à taper juste, tout cela peut prendre des décennies. Or, des décennies, dans certains cas, ça peut être trop tard. Dans le cas du trou dans la couche d'ozone, au final, les choses sont allées assez vite et on n'a pas trop souffert de cette inertie. Les États se sont mis d'accord, les causes de ce trou dans la couche d'ozone étaient bien localisées, essentiellement les frigos, les climatiseurs, les déodorants, etc. C'était facile de remplacer tous ces frigos, climatiseurs et déodorants, les technologies étaient disponibles et rapidement déployables, le tour était joué. Donc on était plutôt dans le schéma en bas à gauche, c'est-à-dire overshoot, oscillation, c'est-à-dire quand même la couche d'ozone sans dommage en attendant, et stabilisation, rétablissement de la couche d'ozone. D'ailleurs, dans leur édition 2002, mise à jour, les auteurs de Limits to Growth parlent longuement, dédiés un chapitre entier à ce cas du rétablissement de la couche d'ozone comme exemple à suivre et raison d'espérer. Or, aujourd'hui, en ce qui concerne le changement climatique, la dégradation des sols, la surexploitation de l'eau et l'effondrement de la biodiversité, ou encore la pollution des milieux, tous ces phénomènes étant liés les uns aux autres, on parle d'une toute autre paire de manches.
C'est toutes les activités humaines et tous nos moindres faits et gestes au quotidien qui sont concernés, pas juste les frigos, les climatiseurs et les déodorants, je le crains. Voilà pour cette introduction, nous passons maintenant au cœur de cette vidéo. Sur bon nombre d'indicateurs, nous en sommes à l'étape d'inflexion, je le crains, voire de pic, voire de début de déclin. Pas encore d'effondrement, du moins pas encore. Je ne vais pas dire tout cela pour miner le moral, mais pour tenter de regarder certaines réalités en face et envisager certaines possibilités que pourrait nous réserver l'avenir qui bien sûr demeure incertain. D'ailleurs, par le passé, les gens, on va dire, de ma sensibilité ont souvent sous-estimé l'innovation, par exemple, et la souplesse du système et notre capacité de résilience. Voilà. Alors, en effet, les indicateurs de pic de prospérité commencent quand même sérieusement à s'accumuler et c'est ce que nous allons voir. Premièrement, le PIB par habitant, du moins dans les pays riches, mais également en Afrique où ça stagne depuis une quinzaine d'années. Mais restons sur les pays riches. Cet indicateur en valeur constante, donc corrigé de l'inflation, stagne depuis une quinzaine d'années dans un pays comme la France. Et ce, malgré l'accumulation d'une dette publique, mais aussi privée, gigantesque. Donc on s'endette de plus en plus pour avoir de moins en moins de croissance. La dette produit très peu de croissance. Voilà qui est embêtant, car jadis, il n'y avait pas besoin d'accumuler vraiment beaucoup de dettes pour générer de la croissance. Il n'y a pas besoin de pinailler, oui, mais l'Allemagne ceci, et l'Allemagne est X% au-dessus de nous en PIB par habitant, les USA tant de pourcents. Tous les pays, tôt ou tard, suivent une courbe qui a une forme similaire. Et globalement, tout le monde est vénère de stagner, quel que soit le niveau absolu auquel on stagne. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder une vidéo récente que j'ai publiée, La France au bord de l'implosion sociale, point d'interrogation. Dans cette même vidéo, je montre aussi que, avec des statistiques INSEE à l'appui, que le niveau de vie en France, c'est-à-dire le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation, stagne lui aussi depuis 2007, donc une quinzaine d'années. Et ce, quel que soit le décile de revenus, comme on le voit sur ce tableau, que vous soyez dans les 10% les plus riches ou les 10% les moins fortunés. Il n'y a pas non plus besoin de chercher midi à 14h pour expliquer une bonne partie de l'agitation observée actuellement dans un pays comme le nôtre. Notre société est droguée à la croissance, on ne sait pas faire autrement, on ne veut même pas commencer à avoir le début d'une réflexion à comment on pourrait éventuellement envisager de faire autrement. Or, la richesse moyenne par habitant n'augmente quasiment plus depuis une quinzaine d'années. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour imaginer les risques auxquels cela nous mène si on continue de faire l'autruche. Deuxième section, l'espérance de vie. Dans un pays comme la France, l'espérance de vie stagne depuis 2014. Je vous mets ici un tableau de l'INSEE avec infographie du monde. Vous avez l'espérance de vie en bonne santé, mais aussi l'espérance de vie tout court. Celle en bonne santé, tout soudainement, augmente depuis 2019. Il faudrait regarder ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est un plafonnement depuis moins de 2014. Donc lorsqu'on dit la durée de vie augmente pour justifier la réforme des retraites, certes, elle a augmenté depuis le 19e siècle, mais là, elle n'augmente guère plus beaucoup, voire elle n'augmente pas du tout. Plus généralement, l'état de santé de la population se dégrade. Obésité, diabète et autres maladies liées aux activités humaines, comme la combustion d'énergie fossile, l'agroalimentaire ou encore l'industrie chimique. Jean-David Zetoun, l'épidémiologiste, nous a expliqué cela récemment sur Plan B. Je vous mets également le lien dans la description. Troisièmement, sécurité alimentaire. Malheureusement, la faim dans le monde réaugmente depuis 2014, après une longue période de baisse, à la fois en termes de baisse du taux de malnutrition et de baisse du nombre d'humains touchés par la malnutrition. Je vous mets également les liens vers le site de l'ONU d'où proviennent ces statistiques. Vous y lirez également qu'environ 2,3 milliards de personnes dans le monde, donc 29% de la population, étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave en 2021, soit 350 millions de plus qu'avant l'apparition de la pandémie. Près de 924 millions de personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire grave, soit 207 millions de plus en seulement 2 ans. Quatrièmement, climat, changement climatique. Clairement, le climat est de moins en moins hospitalier et ce de manière visible depuis 10-20 ans, disons. Avant cela, les principales conséquences du changement climatique étaient la fonte de l'Arctique et le blanchissement des coraux qui ne nous étaient pas visibles.
Aujourd'hui, le dérèglement climatique est clairement à notre porte et il faudrait être complètement fou pour nier que le climat est de plus en plus inhospitalier. Pour ne donner que 2 exemples, à nouveau avec des liens dans la description, je vous mets un article du Monde sur le risque de désertification en Espagne qui s'accroît et un article d'Inside Climate News relayant une étude scientifique d'attribution selon laquelle la sécheresse agricole dans la corne de l'Afrique, qui a poussé des millions de personnes dans la famine, est estimée comme ayant été rendue 100 fois plus probable avec le changement climatique d'origine anthropique. On ne le répétera jamais assez, des canicules, des sécheresses, des inondations. Il y en a toujours eu, bravo les climato-sceptiques pour nous faire remarquer tous les jours. C'est pas le sujet. Le sujet est que ces phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses et longs. Bon. Pour revenir à la corne de l'Afrique, le changement climatique a eu un impact minime sur les précipitations, mais le surcroît de chaleur entraîne un excès d'évapotranspiration des plantes et c'est ce qui provoque malheureusement cette sécheresse agricole. Donc on l'a dit, 100 fois plus probable, autant dire que cette sécheresse n'aurait quasiment pas eu lieu sans le changement climatique. Et on est qu'en 2023 à plus 1,2 degré. Bien sûr, je le vois venir, la famine est un phénomène complexe et multifactoriel avec notamment beaucoup de causes d'ordre politique, mais disons que le changement climatique n'arrange clairement pas l'affaire. 5e, pétrole. Alors, le pic de production du pétrole dit conventionnel a été franchi depuis 2006. On en parle un petit peu moins, mais le pic du pétrole brut, donc tout pétrole, conventionnel et non conventionnel, a été potentiellement franchi en 2018. Je vous mets ce graphique de Arthur Berman, spécialiste du domaine pétrolier. Il faut regarder ici la courbe bleue, qui inclut seulement le pétrole brut, entre guillemets, le vrai pétrole. Ce qui se superpose par-dessus en orange et en jaune, ce n'est pas du pétrole, c'est par exemple la partie jaune, notamment le liquide de gaz naturel. Et donc le total de toutes ces courbes, ça fait tout liquide, donc la production mondiale de liquide. Il faut que ce soit bien clair, j'ai aussi écrit un article explicatif sur mon blog planb.info. Donc la partie bleue, le pic a potentiellement été franchi, on n'atteindra plus jamais les niveaux de 2018. En revanche, au total, les liquides de gaz naturel compensent. Ils ne servent guère à faire des carburants, ils servent surtout à faire des plastiques, mais voilà, ça fait un petit peu tampon. Et on peut voir aussi sur ce graphe que si on prolonge un peu la tendance depuis le déconfinement, que le haut de la courbe jaune va probablement, là, dans l'année, dépasser le niveau de novembre 2018. Donc voilà, pas le pic tout liquide, pas encore, mais le pic pétrolier, peut-être a-t-il été franchi. 6e, la consommation mondiale d'énergie, toutes sources d'énergie confondues. En moyenne par habitant, celle-ci stagne, et ce depuis environ 2010. Je vous mets ce graphique de Our World in Data. Alors certes, ce n'est qu'une moyenne, on voit la moyenne monde en rose, avec des phénomènes disparates autour. Cette consommation moyenne par habitant augmente fortement en Chine et en Asie en général. Elle baisse un peu en Europe, elle baisse aussi un petit peu dans d'autres pays ou régions développées, Australie, Amérique du Sud. Je me rends compte qu'on ne voit pas l'Europe, mais vous pouvez me croire sur parole, j'ai oublié de l'intégrer, vous pouvez me croire sur parole, ou vous-même aller sur le site et jouer avec les données d'ailleurs. Plus gênant, cette consommation stagne en Afrique, qui reste engluée dans une pauvreté énergétique, où la population augmente de manière importante et l'approvisionnement énergétique ne suit pas. Alors là, c'est la situation actuelle. On pourrait dire un mot sur le décollage des renouvelables. Est-ce que ça peut relancer le suspense, relancer une ère de prospérité énergétique ? La littérature scientifique suggère que les capacités d'énergie solaire, notamment, pourraient atteindre entre 20 et 70 terawatts d'ici 2050. L'incertitude est importante, c'est normal. C'est difficile de savoir où un phénomène exponentiel comme ça va atterrir d'ici 30 ans. Mais en tout cas, 20 à 70 terawatts, c'est assez énorme. C'est en ordre de grandeur, une à plusieurs fois la production totale d'électricité actuellement. Est-ce que ça relance le suspense ? Bon, à voir, ça reste une énergie variable. Et puis c'est pas juste le solaire, c'est tout un ancien système énergétique à substituer, et non par-dessus lequel s'empiler. Tout un nouveau système énergétique à ériger et à maintenir dans le temps, génération après génération.
Par exemple, d'ici 2100, il faudra avoir renouvelé 6 à 7 fois toutes les batteries des voitures et camions électriques, ainsi que les batteries stationnaires qui serviront de stockage pour pallier l'intermittence. Donc c'est 6 à 7 fois à remplacer encore et encore. Et donc si on ne parle pas de 2100 mais 2200, ce sera une quinzaine de générations de batteries à remplacer. Tout ça en s'étant passé quasi entièrement de pétrole, de gaz et de charbon. Vous sentez un petit peu de scepticisme dans mon propos, il faut bien sûr rester ouvert sur ces sujets et sur le potentiel des énergies renouvelables. À cet effet, vous pouvez regarder une autre présentation que j'ai récemment faite sur cette chaîne qui vulgarise les principaux enseignements du rapport du groupe 3 du GIEC et qui est plus optimiste, du moins à court terme, sur le potentiel des énergies renouvelables. Septièmement, rendements agricoles. Alors, ceux-ci affichent des tendances assez diverses. Ils continuent d'augmenter dans certaines régions, ils stagnent depuis 10 voire 20 ans dans d'autres régions. C'est un peu compliqué à analyser, il y a beaucoup de plantes différentes céréales, différents fruits, légumes, patates, etc. Bon, là je vais juste prendre le blé, qui est quand même une des céréales clés qui nourrit l'humanité, sur quelques pays et sur quelques régions illustratives. On le voit là aussi en France ou encore en Grande-Bretagne depuis plus d'une vingtaine d'années, les rendements de blé stagnent. Alors il y a des oscillations, il y a des fluctuations, mais sur le long terme, ils stagnent. En Chine, ils augmentent. En Italie, ils commencent à stagner, peut-être depuis moins longtemps qu'en France et en Angleterre. Bon. En Inde, à nouveau, allez sur Our World in Data vous-même, tout n'est pas évident, mais alors en Inde, ça continue d'augmenter. En Afrique, alors ça semble encore augmenter, mais quand même avec une inflexion, on n'est pas sur les mêmes rythmes de croissance que dans les années 60-70. Et enfin, en Amérique du Nord, il y a une inflexion, voire une stagnation depuis, on va dire, une dizaine d'années à suivre. Je vous mets également un tableau sur les rendements de riz avec une croissance qui se poursuit en Chine, à nouveau, avec cependant une inflexion. Voilà, ça ne pourra pas croître à l'infini. Une stagnation en Italie, au Sri Lanka, c'est pas trop clair ce qui va se passer à suivre, la tendance semble plutôt haussière, de même qu'en Inde et de même qu'au Pakistan. J'ai récemment produit un article qui analysait les causes de l'inflation alimentaire dont beaucoup de ménages précaires, et évidemment aussi en Europe, souffrent, mais aussi des ménages pauvres dans le monde. Donc cette inflation alimentaire qui, évidemment, à nouveau, a des causes multifactorielles, mais le changement climatique a une part dans ce qu'on observe. J'ai donc produit un article qui analyse sur quelques denrées essentielles, donc huile, pâtes, riz, légumes, etc. Quelle est la part, qu'est-ce qui peut être attribué déjà aux catastrophes climatiques, météorologiques, et dans quelle mesure ces événements climatiques extrêmes peuvent être attribués au changement climatique d'origine anthropique. Et pour ce faire, je me repose sur des études d'attribution qui sont de rigueur lorsque ce genre d'événement se produit. Je vous mets à nouveau le lien. C'est pour le moins potentiellement inquiétant. La hausse du prix du riz, par exemple, s'explique en bonne partie du fait que l'an dernier, les canitules en Inde et au Pakistan ainsi que les inondations au Pakistan ont gravement réduit la production de riz à tel point que ces deux pays, qui sont les deux principaux exportateurs mondiaux de riz basmati, ont sévèrement restreint leurs exportations. Donc ceci explique en partie cela. Beaucoup de menaces autres que le changement climatique vont peser sur les rendements dans les décennies à venir, sauf sursaut. La dégradation des sols, la désertification, le manque d'eau, le manque potentiel d'énergie et d'engrais, et bien sûr l'érosion de la biodiversité. On avance sur un sujet assez différent, quoique tout est lié, la paix dans le monde. Elle est malheureusement, elle aussi, en recul, en tout cas à surveiller. Là aussi, difficile à quantifier, si ce n'est par le nombre de décès dans les conflits. Il y a bien sûr d'autres conséquences des conflits armés, comme les déplacements de population, les maladies, les blessures, etc. J'essaie de faire avec ce qu'on a. Alors, tout d'abord, il faut le rappeler, le monde n'a jamais connu d'époque aussi pacifique que depuis les années 90, à l'exception de 1994, l'année du terrible génocide au Rwanda. Je vous mets dans la description les liens vers Our World in Data qui vous permettront de remonter le XXe siècle et même remonter jusqu'au XIIIe siècle sur les taux d'homicide en Europe
Et vous constaterez par vous-même que ce qu'on vit depuis une trentaine d'années est une période de paix assez exceptionnelle et unique. Cependant, comme vous le verrez sur ce graphique-là, il semble y avoir un début de retournement de tendance depuis environ 2012. Alors, est-ce que c'est structurel, est-ce que c'est momentané? Je peux voir. En tout cas, Syrie, Yémen, Libye, Nigeria, République démocratique du Congo, Éthiopie, Soudan, Somalie, des guerres de gangs en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L'année 2022 n'apparaît pas ici, mais la guerre en Ukraine compte déjà pour plus de 200 000 morts, donc ça va aussi peser dans le bilan mondial. Je vous mets dans la description un lien Wikipédia qui répertorie les conflits en cours dans le monde avec le nombre de morts par pays et par an sur les quelques dernières années. Et dernièrement, le sujet de l'eau, qui nous préoccupe évidemment tous les êtres humains. On peut raisonnablement suggérer, bien que ce soit difficile à mesurer, c'est une problématique complexe, très locale, beaucoup d'indicateurs possibles, et c'est surtout extrêmement local. On peut quand même suggérer que la disponibilité de l'eau un peu partout dans le monde est de plus en plus menacée, voire de plus en plus difficile. Pour ne montrer qu'un graphique ici du Stockholm Resilience Center avec une traduction de Bon Pote, le fait qu'une sixième limite planétaire ait été dépassée, alors elle n'a pas été dépassée l'année dernière, on parle de la limite de l'eau verte, elle n'a pas été dépassée l'année dernière, on a estimé l'année dernière qu'elle avait été dépassée depuis quelque temps. Donc ce cycle de l'eau verte qui consiste à les précipitations, l'infiltration de l'eau dans le sol, l'absorption par les plantes, puis leur évapotranspiration, avec entre les forêts qui créent en partie leur propre pluie, donc ceci c'est déréglé. Est-il besoin aussi de faire un dessin, enfin il y aura les chiffres je pense sur le World Resources Institute sur le fait qu'une part croissante de la population mondiale est vulnérable face au stress hydrique. Voilà, sur un certain nombre d'indicateurs, il me semble que les choses se sont retournées assez significativement depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Est-ce que dans les livres d'histoire, dans 100 ou 150 ans, s'il y en a encore, j'ose espérer que oui, et que la population sera encore suffisamment alphabétisée, et que ce ne seront pas les négationnistes qui écriront l'histoire. Que dira-t-on de notre époque? Déjà, y aura-t-il ou pas déclin ou effondrement ou que sais-je? Si oui, est-ce qu'on le datera à partir de 2007 et la crise des subprimes? Est-ce qu'on le datera à partir du début des années 2020 et on va dire lorsqu'on entre dans le dur avec les chocs climatiques, énergétiques, etc. Nul ne sait, je vous invite à continuer à réfléchir à tout ça, à l'intégrer dans votre prospective, à venir m'en parler si ça vous intéresse, à commenter pour donner votre avis. N'hésitez pas à partager avec vos amis et proches si vous avez trouvé cela intéressant, et à bientôt.